نقرأ. Oui, bien sûr, oui. Un patient âgé de 35 ans, sans antécédents pathologiques, consulte aux urgences pour fièvre et diarrhée liquidienne apparue il y a 24 heures. Il y a 2 jours, il avait été convié à un dîner à l'occasion d'une fête de mariage. À l'examen, il a une température de 38,2, une tension artérielle à 1,6, fréquence cardiaque à 85 battements par minute, fréquence respiratoire 20 cycles par minute et une sensibilité abdominale diffuse. Première question. Que recherchez-vous à l'interrogatoire pour une approche diagnostique? Mhm. Qui peut répondre à cette première question? Alors, que recherchez-vous à l'interrogatoire pour une approche diagnostique? On cherche s'il y a une autre personne qui a eu la même symptomatologie. Oui, on cherche, c'est-à-dire on cherche des cas similaires qui ont la même symptomatologie et Et, qui ont présenté pratiquement les mêmes symptômes au cours d'une période, au cours de la même période. Qu'est-ce qu'on cherche? Quoi d'autre? de terrain du patient. Oui, un traitement immunosuppresseur du patient. Oui, c'est très important de savoir parce qu'il y a des infections qui sont VIH ou une symptomatologie digestive peut nous présenter une fièvre avec des diarrhées évoluant depuis 24 heures. Donc, par l'interrogatoire, qu'est-ce qu'on cherche? On doit savoir quel type de diarrhée, l'aspect des selles, est-ce qu'il y a autre symptomatologie digestive associée, notamment des vomissements, y a-t-il des ténesmes, y a-t-il des épreintes? D'accord? Quel est le type des aliments consommés? D'accord? Est-ce qu'il y a eu une prise médicamenteuse récente? Parce que vous savez tous que on peut voir des infections digestives, notamment des colites pseudomembraneuses secondaires à une antibiothérapie de large spectre. Et également, on doit chercher, y a-t-il la notion de séjour en zone tropicale? Parce que c'est un jeune qui présente une fièvre et obligatoirement, on doit chercher, y a-t-il un voyage en zone tropicale pour éventuellement évoquer le paludisme? D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc, c'est la réponse à la première question. La deuxième question, quels éléments sont à rechercher à l'examen clinique? C'est un patient qui est fébrile, qui a des diarrhées, d'accord? Qui a une sensibilité abdominale diffuse. Qu'est-ce qu'on cherche à l'examen clinique? Une éventuelle déshydratation plicutanée. Oui, Maïssa, bien évidemment, oui, 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 cerne oculaire, sécheresse buccale, pli cutané. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut voir à l'examen clinique? L'aspect des selles, toucher rectal. Bien. Oui, 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 oui. Soit sur un prélèvement, on peut évaluer l'aspect des selles, soit par le toucher rectal, parce que ce sont des éléments très importants pour savoir, pour s'orienter vers éventuellement l'origine de cette diarrhée infectieuse. D'accord? Donc, c'est grosso modo, c'est les signes de déshydratation et l'aspect des selles. Alors, son frère présente la même symptomatologie depuis ce dîner, mais il n'a pas consulté. Il avait eu au menu une salade avec œufs et mayonnaise, une escalope de poulet et des frites avec des fruits. À l'examen, il n'y avait pas de signes de déshydratation. Alors, donc, quel est votre diagnostic et hospitalisez-vous le patient et pourquoi? Alors, le diagnostic. C'est une infection alimentaire. C'est quoi?
C'est important. C'est quoi? Maïsa, Yasmine, Souhé? C'est une Collective, oui, toxi-infection très bien. alimentaire. Collectif. Collectif, oui, parce que déjà, c'est vu la présence d'une allergie chez deux personnes qui ont assisté au même événement, donc ça définit la toxi-infection alimentaire collective, parce que par définition, on va voir cette symptomatologie en deux cas et doit être due à une même origine alimentaire. Est-ce qu'on doit hospitaliser notre patient? Et pourquoi? Non, il ne présente pas de signes de gravité, pas de signes de déshydratation et il a un bon état hémodynamique. En plus, c'est un sujet Ne jeune sans présente pas? pas de signes de déshydratation et pas d'éléments de Mhm. gravité comme l'altération de l'état hémodynamique. En plus, c'est un sujet jeune, sans tard, sans maladie. D'accord. Donc, oui, effectivement, l'hospitalisation, elle est possible, mais elle n'est pas indiquée à 100%. Tout d'abord, c'est un sujet jeune qui n'a pas un terrain d'immunodépression sous-jacente, c'est très important. C'est un patient qui n'a pas d'autres comorbidités et cliniquement, il n'y a pas des signes de gravité clinique. Alors, quels sont les signes de gravité qui peuvent nous inciter à hospitaliser un patient qui présente des diarrhées fébriles? Quels sont, d'après vous, les signes les indications d'hospitalisation? Une importante déshydratation. Oui, une déshydratation clinique, c'est-à-dire il y a des signes cliniques de déshydratation, il y a des cernes, sécheresse buccale, plus déshydratation. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Chez D'accord? les Donc, diabétiques, dans ce un diabète déséquilibré. déséquilibré ou décompensé carrément, hein? D'accord? Généralement, la décompensation d'une comorbidité indique l'hospitalisation. D'accord? Ou bien, bien sûr, un terrain d'immunodépression chez qui on craint une aggravation clinique, hein. Chez les sujets âgés aussi. D'accord? Chez les patients où une réhydratation orale est impossible. Pour les patients qui présentent des diarrhées avec des vomissements incoercibles, et dans ce cas, on doit hospitaliser le patient pour une réhydratation orale. D'accord? Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Mais quel examen complémentaire demandez-vous pour chez ce patient? On peut faire la coproculture. Coproculture, madame. À la recherche de quoi? Oui, De à la germes. recherche de quoi? De germes, madame. Vous êtes, vous êtes les patients en cherche? On cherche les germes, c'est-à-dire On cherche le on cherche un germe virus responsable. par la coproculture. Bactéries, On madame. dit plutôt une bactérie. Quel type de bactéries peuvent être responsables? Cherchez coli, madame. À La votre- salmonella. Mhm. Oui. Et Escherichia coli et Salmonella sont tous des entérobactéries, hein, d'accord? Ou des bacillogrammes négatifs qu'on peut avoir en cas de toxi-infection alimentaire collective, d'accord? Quel autre examen on peut demander chez notre patient si jamais on Une l'a hospitalisé? Bien, une hémoculture, hein?
comportement des hémocultures? Pour dépister une éventuelle dissémination hématogène. D'accord. C'est pas un dépistage, c'est pour éventuellement chercher une bactériémie qui peut se voir dans le cadre des infections digestives, des diarrhées infectieuses, notamment les salmonelloses, d'accord? C'est dans le cadre d'une bactériémie ou une septicémie à salmonella, où on peut isoler la bactérie au niveau du sang, d'accord? Les hémocultures et on doit faire les hémocs avant toute antibiothérapie, d'accord? Pour avoir des hémocultures bien évidemment positives. B. Quel traitement prescrivez-vous? Quelle autre mesure préconisez-vous? Sarah Khmir, vous êtes là? Sarah? Oui, madame. Allô? Oui, Sarah. Essayez de participer au fur et à mesure, hein? D'accord? Est-ce que tu vas traiter ton patient? C'est un jeune qui présente des diarrhées qui n'a pas des signes de gravité clinique, chez qui l'hospitalisation n'est pas systématique. Est-ce que vous allez prescrire une antibiothérapie quand même? Oui, c'est Fotaxi. Oui. Allez, pourquoi quelles sont les indications de l'antibiothérapie, Sarah? Quelles sont les indications d'antibiothérapie? Est-ce que ton patient a des signes de gravité? Est-ce que c'est un terrain particulier? Est-ce que... Et puis, c'est dans le cadre d'une toxi-infection alimentaire. Donc, non, il n'y a pas une indication à commencer une antibiothérapie, d'accord, pour le moment, sauf si une aggravation ultérieure ou apparition des signes de gravité ou la persistance des diarrhées et la fièvre, bien évidemment. Dans ce cas, on discute dans un second antibiothérapie. Mais d'emblée, il n'y a pas à commencer une antibiothérapie. D'accord? Madame, on ne fait une indication de réhydratation au traitement symptomatique. Réhydratation, sauf s'il y a des signes de déshydratation. Pour notre patient, il peut se réhydrater par voie orale. D'accord? Donc, il n'y a pas une indication formelle à l'action orale. Tu m'entends? Non, madame, pas un problème de connexion. Pas un problème de connexion. Vous m'entendez ou pas? Madame, en fait, نبدأ نسمع فيك أما ساعات à des moments ça coupe. D'accord, d'accord. Mais donc, je vous réponds que la réhydratation intraveineuse, elle n'est pas systématique, sauf si il y a une impossibilité à la direction régionale de la santé pour prendre les mesures nécessaires. D'accord? On passe au deuxième cas clinique. Oui. Oui. D'accord? Rihem Abidi, tu es là? Rihem? Rihem? Oui, madame. Rihem, tu peux lire l'énoncé du deuxième cas clinique? D'accord. Un patient âgé de 70 ans, diabétique, traité par insuline, présente depuis 48 heures une fièvre, douleur abdominale, diarrhée gluosanglante à 5 selles par jour. À l'examen, la température à 39 degrés Celsius, tension artérielle à 10,6, la fréquence cardiaque à 90 battements par minute, la fréquence respiratoire est à 22 cycles par minute, la sensibilité abdominale elle est diffuse,
JAD est à 1,8 grammes par litre. Quel est votre diagnostic? Il s'agit d'une diarrhée infectieuse. De quel type? Invasive. Oui. Pourquoi? Car il a une fièvre sanglante. et diarrhée gléro-sanglante. Très bien. Fièvre chiffrée à 30. Oui. Donc, notre patient présente des diarrhées gléro-sanglantes avec une fièvre. C'est dans le cadre d'un syndrome. On s'appelle comment ce syndrome? Dysentérique. Dysentérique, très bien. Donc, c'est un syndrome dysentérique et ce qui témoigne d'une diarrhée que vous allez hospitaliser le patient. Et pourquoi? Oui, c'est un patient âgé, diabétique. D'accord. On a un risque de déshydratation. D'accord. Quoi d'autre? On va faire des hémocultures. Quels sont les autres éléments? Tension basse, elle est à 10,6. Oui, oui, d'accord. Qui témoigne d'une hypovolémie. Et qu'est-ce qu'on doit faire à l'hospitalisation? Pourquoi on hospitalise ce patient? Hémoculture. C'est-à-dire perfusion IV. Essayez de s'exprimer. C'est-à-dire perfusion Remplissage. IV. Vasculaire. Remplissage vasculaire. En fait, remplissage vasculaire, oui, si la tension artérielle 10,6 dans le cadre d'un état de choc. Or que notre patient, c'est un sujet âgé, c'est vrai qu'il présente une petite tension, il n'y a pas une tachycardie qui est très élevée. Ça peut être plutôt un collapsus. On commence par une perfusion IV, un remplissage vif par des solutés sérum physiologiques pour une réhydratation essentiellement et avoir une tension artérielle satisfaisante au-delà de 12. S'il n'y a pas une réponse, on peut recourir à des drogues vasoactives, d'accord? Donc, mais pour le moment, c'est vrai, on peut commencer par des solutés de remplissage. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre patient également? Comme examen complémentaire afin de savoir quelle est la bactérie en cause. Hémoculture, madame. Rihem? Sinon, coproculture. Oui, des hémocultures. Sinon, coproculture. Allez, je mets juste ma zouza. On fait les deux. Yeah. Donc, on fait les deux. Alors, chez notre patient, on doit en faire 2 hémocultures avant toute antibiothérapie. D'accord? On fait 2 hémocultures à 1 heure d'intervalle pour augmenter la chance d'isoler une bactérie, la bactérie responsable de ce syndrome dysentérique. D'accord? Et formellement, on fait également une coproculture pour chercher la bactérie en cause. D'accord? On doit faire les deux. Quel est le traitement qu'on peut prescrire? Madame, une question à propos de l'hémoculture. Quel est le traitement? Oui. Madame, c'est qui c'est Rihem ou Yasmine? Yasmine. Qui parle? Yasmine ou Rihem? Qui est en train de parler? Yasmine ou Rihem? Yasmine. Yasmine, d'accord. Oui, Yasmine. Madame, idéalement, les hémocultures نعملوهم في les pics fébriles, يعني مش à des heures d'intervalle. Oui. Mouche 2 heures, 1 heure d'intervalle. On fait 2 hémocs à 1 heure
d'intervalle. Et au moment des pics fébriles, il était fébrile à 39, d'accord? Donc, au moment du pic fébrile, on fait la première hémoculture, d'accord? Puis, 1 heure après, on fait la deuxième hémoculture. Puis, on commence l'antibiothérapie. D'accord? D'accord. D'accord? Généralement, c'est ça, au moment des pics fébriles. Mais, quel dire pour notre patient? Alors, est-ce que vous allez prescrire un antibiotique? Souhait. Madame, l'antibiotique, l'antibiogramme. Oui, bien sûr, bien sûr. On commence par un traitement probabiliste. On n'attend pas l'antibiogramme pour commencer l'antibiotique, d'accord? Parce que c'est un patient qui est fébrile, qui présente une probable, une diarrhée invasive avec une probable septicémie, ça reste possible, et on craint une aggravation de notre patient. Donc, on fait le bilan infectieux nécessaire, les hémocultures et la coproculture, puis on commence une antibiothérapie probabiliste. D'accord? En cas où on a isolé une bactérie, soit dans les hémocultures, soit dans la coproculture, on va adapter notre antibiothérapie par la suite selon l'antibiogramme. D'accord? Mais au début, on commence par une antibiothérapie probabiliste. D'accord, Atif? Oui, madame. La coproculture, Martine. D'accord. Une seule fois, une seule fois. Une seule fois. B. Donc, quelle est la molécule qu'on peut commencer chez notre patient? La céfotaxime, vu que c'est une diarrhée invasive. Céfotaxime, oui, madame. Oui. B, c'est quoi la céfotaxime? C'est une céphalosporine 3e génération. Oui. Et ça couvre généralement, quelles sont les bactéries qui sont couvertes par la céfotaxime? Salmonellose, shigellose. Oui. Salmonellose, shigellose, shigella, salmonella. Quoi d'autre? Les grammes négatifs ou positifs, madame? Les bacilles à grammes négatifs. Pas trop large spectre, madame. Oui, à large spectre. Mais quels sont les bacilles? C'est les bacilles à grammes négatifs qui peuvent être en cause de cette diarrhée infectieuse. D'accord? C'est les entérobactéries, c'est Shigella et Salmonella. D'accord? C'est vrai, c'est une antibiothérapie à large spectre. Choisir les cas positifs ou les bacilles à grammes positifs et négatifs. D'accord? On passe au 3e cas clinique. Alors, oui. Qui peut lire l'énoncé du 3e cas? Madame Nakara. Inès? Oui, oui. Nakara. Un agriculteur âgé de 55 ans, originaire de Gafsa, sans antécédents. Qui parle, c'est Atf, madame. Qui parle? Atf. D'accord, Atf. Vas-y. Hein? Un agriculteur âgé de 55 ans, originaire de Gafsa, sans antécédents pathologiques, consulte pour une fièvre évoluant depuis 20 jours, associée à des polyarthralgies de type inflammatoire, de grosses articulations. Il avait reçu amoxicilline acide clavulanique, 1 gramme fois 2 par jour. Clavulanique. Non. Clavulanique, mouche clavulanique. Désolé, acide clavulanique. L'évolution était marquée par la persistance de la fièvre. Examen, température 38,5, fréquence cardiaque 95 battements par minute. Il y a tension artérielle en 7,
testicule gauche tuméfié, douleur à la moindre pression, biologie globule blanc 7800, CRP 80, VS 50. Le diagnostic de brucellose a été évoqué. Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic? Oui. Tu peux répondre à la première question? Madame. Quels sont les arguments? Ok. Le profession. Oui, le profession, l'origine géographique GAFSA ou les signes cliniques. Avant de lire la réponse devant vous, tu m'expliques pourquoi la profession, c'est-à-dire la profession. L'agriculteur, madame. C'est-à-dire agriculteur. Agriculteur. Allez. Contact avec les moutons, madame. Avec les moutons. C'est une anthropozoonose, donc il est en contact avec des bovins les vaches, qui peuvent être transmis. Oui. Madame Khatara, c'est une maladie de main. Oui. D'accord. Quoi d'autre? Quels sont les autres arguments? Les signes cliniques, madame. Quels sont les signes cliniques? Les fièvres prolongées, polyarthralgie, l'atteinte testiculaire, madame, dans le cadre d'une orchidémitite. D'accord. Orchidémie, d'accord, très bien. Avec l'absence d'hyperleucocytose. Avec l'absence d'hyperleucocytose, d'accord. Généralement, on trouve une leucopénie ou bien un taux normal des globules blancs au cours de la brucellose, d'accord? Mais dans quel examen bactériaux demandez-vous en première intention? Puis la fièvre, elle évolue depuis 20 jours, donc on peut pratiquer la sérologie de Wright et le CAR test. D'accord. Généralement, elle se positive à partir de quel délai, Yasmine? 2-3 semaines. Troisième, quoi? La deuxième semaine. À partir de la deuxième semaine, ou bien le 12e jour d'évolution, on peut avoir une sérologie de Wright positive. Donc, on peut, dans ce cas, demander la sérologie de Wright et le CAR test pour confirmer le diagnostic. On considère à partir de quel seuil on considère À partir de quel seuil on considère une sérologie positive? 1 sur 80. 1 sur 80, madame. Très bien. Donc, au-delà de 1 sur 80, on considère que c'est une sérologie positive. Alors, quel traitement prescrivez-vous pour ce patient? Donc, tout d'abord, c'est une brucellose, elle est comment? Focalisée ou bien aiguë, invasive? Focalisée. Pourquoi? Il y a des signes testiculaires et ostéo-articulaires. Oui, non, l'ostéo-articulaire. Madame, focalisée. Est-ce que les polyarthralgies, ça définit, est-ce que c'est les polyarthralgies, point, définit une focalisation articulaire? Non. Non. D'autres les signes cliniques. Non. Donc, ça fait partie du tableau clinique d'une brucellose invasive. L'atteinte testiculaire, elle peut se voir. L'orchidépidémite, elle peut se voir aussi bien au cours de la brucellose invasive qu'au cours d'une brucellose focalisée, les deux. D'accord? Et notre patient, on va considérer que c'est une brucellose invasive aiguë. D'accord?
C'est bon? Oui. Oui, madame. D'accord. Donc, quel traitement on va prescrire pour notre patient? Est-ce qu'on va prescrire une mono ou bithérapie et pourquoi? Madame, bithérapie à la forme septicémique. Et la bithérapie, c'est pas une forme septicémique, mais la focalisée nature. Une monothérapie. لا فما زاد مدام فما فورم فيها تريثيرابي في الكور. هذيك حاجة أخرى. أنت قلت لي خاطرها une phase septicémique. durée نتاع التريتمون تفرق. إذا مش phase septicémique نجمو نعطيو مونوثيرابي؟ لا نعطيو زاد. عاطف جاوبني على سؤالي. وي مدام. أنت قلت لي بيثيرابي خاطرها une phase septicémique. فوت مدام، بيثيرابي حتى في الفوكاليزي زاد فما. Et deux molécules pour notre patient. D'accord, donc très bien. Pourquoi on associe deux molécules? Quelle est la particularité de ces deux molécules? Quelle est la particularité de ces deux molécules qu'on va les prescrire chez notre patient? باش تكون intracellulaire. Donc, très bien, on doit. Les Bruxelles sont des bactéries à croissance intracellulaire. D'accord? Donc, la doxycycline, qui est la molécule de première intention, à la dose de quoi? Quelle est la dose de la doxy? Alors, quelle est la dose de la doxycycline? 200 mg par jour. D'accord. Associée à quelle molécule? La rifampicine. À la dose de 900 mg par jour. D'accord. Donc, et on doit bien sûr recommander la prise de la rifampicine le matin à jeun pour une meilleure biodisponibilité. D'accord? Une absorption digestive le matin à jeun. Quelle est la durée du traitement? 6 semaines. 6 mois. 6 semaines. 6 semaines ou bien 45 jours. Hein? D'accord? Alors, madame, notre patient... Madame, un petit peu elle. Madame? Oui, oui, Atof, oui. Le brucellose مش développement intracellulaire facultatif. Oui, et... يعني madame نجم نلقاو des formes extracellulaires. Généralement, c'est essentiellement intracellulaire, mais pas extracellulaire. D'accord? Madame, merci. D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on doit donner une antibiothérapie à bonne diffusion intracellulaire. Alors, la suite du cas clinique, le patient a reçu, il n'a pas reçu son traitement que pendant 15 jours, avec une amélioration des cliniques. 2 mois après, il reconcilie pour des rachialgies lombaires de type inflammatoire sans fièvre. Quel diagnostic évoquez-vous en premier? C'est l'évolution vers la brucellose focalisée, une spondylodicite. Oui, une spondylodicite infectieuse bruxellienne. Donc, à votre avis, pourquoi notre patient a présenté une focalisation rachidienne? C'était une brucellose aiguë maltraitée. Ouais, il a arrêté son traitement. D'accord. Il n'a pas pris le traitement pendant la durée nécessaire. D'accord. Quel examen complémentaire demandé pour confirmer le diagnostic de spondylodicite? Une IRM, une TDM du rachis. Plutôt une IRM qui peut évaluer le rachis, l'atteinte vertébrale. Y a-t-il un retentissement
sur la moelle épinière? Y a-t-il des collections paravertébrales? Y a-t-il une épidurite qui peut justifier une prescription d'une corticothérapie associée à l'antibiothérapie? D'accord? Donc, plutôt de première intention, IRM du rachis. Par défaut, on peut demander une TDM du rachis. D'accord? Oui. Et à votre avis, quelle est la durée nécessaire du traitement de la spondylodicite? 3 à 6 mois avec 3 à 6 une mois, madame. immobilisation. Donc, la durée minimale, elle est de 3 mois. On peut aller jusqu'à 6 mois. D'accord? Très bien. Et bien sûr, l'immobilisation, il faut recommander l'immobilisation par une ceinture lombaire ou par un lombostat selon la localisation de la spondylodicite infectieuse. C'est très important au cours de la première période de la focalisation pour prévenir éventuellement les complications statiques, c'est-à-dire une déformation du rachis, un retentissement sur une compression médulaire par compression. D'accord? Donc, les 3 volets de traitement, c'est l'antibiothérapie, c'est parfois la corticothérapie et l'immobilisation. Donc, les 3 volets du traitement de la spondylodicite infectieuse. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Allô? Est-ce que vous avez des questions? Non, madame, merci. D'accord, très bien. Merci à vous. Et chez Yataïba.